Président et chers amis, merci beaucoup pour votre invitation. C'est vraiment un honneur pour partager avec vous donc les actualités, vraiment c'est les actualités par rapport à cette thématique. Voilà les objectifs de cette présentation. On va parler rapidement donc de 5 ou 6 thématiques. Diabète, stéatose et NASH, diabète et hépatite C, médicaments du diabète, cirrhose, diabète et cancer du foie, diabète et cancer des voies biliaires, diabète et lithiase biliaire. Je commence par diabète et stéatose. Diagnostic simple, c'est l'échographie. Tout diabétique doit avoir une échographie. Ça va être juste des messages. Chaque patient diabétique doit avoir une écho. On cherche quoi? On cherche ce foie blanc, brillant, qui contraste avec un rein qui devient noir, qui est en principe normal. Un foie normal, il est un peu plus échogène que le rein. Un foie stéatosique, il est plus échogène. L'échographie est le meilleur moyen diagnostic de la stéatose chez le malade diabétique. C'est juste un coup de sang. 2. Quelles sont les principales causes? Et bien vous voyez que vous êtes concerné à plus d'un titre. C'est le malade obèse, le malade diabétique, le malade dyslipidémique, le malade qui a un syndrome métabolique. Donc l'endocrino est au premier plan. Même ceux qui sont discutés, l'endocrino au premier plan. Vous avez l'hypothyroïdie, vous avez l'hypopituitarie, vous avez l'hypogonadisme, tout ça c'est de l'endocrino. Donc finalement, vos malades, ils sont les premiers à être touchés par cette maladie qui est la stéatose. Donc, un coup de sonde est toujours le bienvenu chez un malade qui passe dans un service d'endocrino. 2. La prévalence. C'est énorme. C'est 15 à 20% jusqu'à 25% de la population générale. Si on passe à des populations à risque, vous allez trouver que l'obèse est une cible privilégiée. Ça passe de 50 à 70%. Il n'y a pas d'obèse sans stéatose, à vrai dire. Et si vous passez à quelque chose qui est plus compliqué, à savoir une NASH, c'est ce qu'on appelle une stéatohépatite, qui a le même effet sur le foie qu'un virus, qu'il soit B ou C, c'est-à-dire risque d'hépatite, risque de fibrose, risque de cirrhose et risque d'hépatocarcinome. Et vous passez à quelque chose qui passe de 3 à 50% en fonction des facteurs de risque cumulés chez vous. Et si vous êtes un obèse, vous passez à un malade sur 2. Qu'en est-il du diabétique? Qu'en est-il du diabétique? Eh bien, si je prends les gens qui ont une stéatose et ceux qui n'en ont pas, je ne parle pas de la NASH, je parle de la stéatose tout court, NAFLD, et vous voyez que vous êtes à un quart, 26% des patients diabétiques, ils ont déjà de la stéatose. Et si vous allez à la NASH, on verra que le diabète est un facteur de risque majeur de passer de la stéatose à la NASH. Finalement, quelle est la différence entre stéatose et NASH? Stéatose, c'est quelqu'un qui a un foie où il y a des dépôts de triglycérides ou des hépatocytes qui dépassent 5%. À moins de 5%, c'est normal, c'est accepté. Et lorsqu'on voit en échographie que le foie est blanc, c'est 30%. Une stéatose à moins de 30% n'est pas visible en écho. C'est pourquoi on dit que la sensibilité de l'échographie est de 85%, alors que sa spécificité, elle, est de 98%. Comment on va faire la part entre un malade qui a une stéatose tout court et quelqu'un qui a une NASH? Une NASH, c'est une stéatohépatite, c'est-à-dire qu'il y a de la fibrose qui s'installe. Et bien là, il faut savoir chercher quels sont les facteurs de risque qui vont faire qu'un patient qui a une stéatose tout court où le pronostic à long terme est bon et quelqu'un qui, sur une même échographie, a le même aspect, mais lui, il est à risque d'aller vers la cirrhose et le cancer. C'est vraiment quelque chose de très important. Regardez cette diapositive. Le diabétique de type 2, il est à risque de faire une stéatose simple, il est à risque de faire une NASH, il est à risque de faire une NASH avec fibrose sévère, il est à risque de faire une cirrhose. Comparé à un diabétique de type 1, qui lui, vraiment, le risque est minuscule. C'est le foie du diabétique du type 2 qui est menacé de stéatose et de stéatohépatite, et non pas le diabétique de type 1. Une grande différence entre ces deux entités. Quelqu'un qui a une stéatose, il va évoluer. Il était stade 0 de fibrose, il peut évoluer. Quel est le facteur prédictif majeur de cette évolution d'une stéatose toute simple vers une stéatohépatite avec de la fibrose qui peut aller à des stades de F4? Et bien, c'est le diabète qui est le facteur prédictif majeur. Un diabétique qui a de la stéatose, il est à risque d'évolution vers la stéatohépatite beaucoup plus qu'un malade qui a une stéatose sans diabète. Et je parle du diabète de type 2. C'est pourquoi, pour une première fois dans l'histoire, 3 sociétés savantes se sont réunies
et ils ont édité des recommandations. C'est la Société européenne de maladies du foie, la Société européenne de diabétologie et la Société européenne d'obésité. Le papier vient de sortir il y a un mois, il y a 3-4 semaines. Il est publié dans Diabétologie et il est en ligne sur le site de la Société européenne. Il sera publié ce mois dans notre journal, le journal des pathologies. Je vais partager avec vous les recommandations qui sont sorties dans ces guidelines qui sont vraiment multidisciplinaires pour une fois. Ce n'est pas une seule société, c'est 3 sociétés à la fois. Et bien, qu'est-ce qu'il dit ces recommandations? Le dépistage du diabète chez tout patient qui a une stéatose est une obligation. Et rechercher un diabète chez quelqu'un qui a une stéatose est une obligation. Donc, c'est dans les deux sens. Vous faites une écho, vous trouvez de la stéatose, vous devez chercher ce qu'est une maladie diabétique. Vous faites une glycémie, vous trouvez un diabète, vous devez faire une écho pour chercher une stéatose. Donc, dans les deux sens, c'est une obligation aujourd'hui. 2. Pourquoi? Les mécanismes physiopathologiques sont énormes, mais retenez 2 essentiellement. C'est l'insulinérésistance et la libération des acides gras, parce qu'on va utiliser le tissu adipeux comme étant substrat énergétique principal. On ne peut pas utiliser le glucose, donc on va libérer beaucoup d'acides gras libres qui vont aller se cumuler au niveau du foie. Conséquence, on va avoir de la stéatose, on va avoir la peroxydation lipidique, on va avoir la libération des anti-TNF, des cytokines, c'est-à-dire on va avoir une réaction inflammatoire, et la conséquence, c'est de la NASH. Mauvaise nouvelle, on peut être prédisposé à faire tout ça. Il y a ces 2 mutations, la PNPLA3 et la TMC-SF2, si vous les avez, même si vous n'êtes pas obèse, même si vous n'êtes pas diabétique, vous allez faire de la stéatose. Et si vous êtes diabétique et vous êtes obèse, votre risque d'évoluer vers le NASH est beaucoup plus important. Et votre risque de faire un carcinome hépatocellulaire est beaucoup plus important. Heureusement, c'est quelque chose qui ne court pas lourd, ce n'est pas très fréquent, mais on ne va pas aller le chercher systématiquement. C'est pourquoi aujourd'hui, on trouve des gens qui ne sont pas obèses, qui ne sont pas diabétiques, vous faites une écho, vous trouvez un foie blanc, et bien probablement ils sont dedans. L'histoire naturelle, en 2 mots, on fait une stéatose, c'est-à-dire rien que des dépôts de triglycérides dans le foie, sans nécrose, sans inflammation. À un certain moment, on va passer à la stéatohépatique, réaction inflammatoire, nécrose, et si on ne fait rien, on va aller à la cirrhose. Maintenant, quels sont les gens qui vont passer de là à là? Eh bien, ce sont ceux qui ont une insuline résistance, ce sont ceux qui ont une hyperlipidémie, ce sont ceux qui sont plus âgés, et ce sont ceux qui sont obèses et diabétiques, et notamment le diabète de type 2. Sur 100 patients qui ont une stéatose tout court, où le pronostic à long terme est bon, vous aurez 10 à 20% qui vont aller vers la stéatohépatite et vers, bien sûr, le corollaire qui est la cirrhose et le CAC. Le pronostic de la stéatose à long terme est bon. Le pronostic de la stéatohépatite à long terme n'est pas bon. Cirrhose, 10% après 15 ans d'évolution. Cancer, 7% à 10 ans. C'est énorme. Mais un élément important, on ne doit pas se focaliser sur le foie d'un malade qui a une stéatose. Il faut savoir que la principale cause de décès chez eux, c'est le cœur et les problèmes cardiovasculaires. Ça, c'est l'Organisation mondiale de gastroentérologie, dans ses recommandations de 2014. Si vous avez une NASH, votre risque de mourir par un problème cardiovasculaire est de 12 à 36%, mais votre risque de mourir par un problème hépatique n'est pas nul, aidé de 1,6 à 6,8%. Donc, attention, on doit regarder et le foie et le cœur. Quelles sont les recommandations? Tout patient qui a une stéatose, on doit aller regarder le cœur. Et les gens qui sont hypertendus, c'est encore un facteur d'évolution vers la cirrhose. Si vous êtes diabétique, hypertendu, votre risque d'aller vers la cirrhose est beaucoup plus important. Comment on évalue la fibrose? Est-ce qu'on va aller faire des biopsies à tout le monde? Non. On a un score très simple qui est validé. Vous prenez l'âge du patient, son BMI, sa glycémie, son albumine et son rapport ASAT sur ALAT et vous les introduisez dans ce système. Il est gratuit. Si vous êtes à plus de 0,6, vous avez de la fibrose. Donc, c'est un malade qui est sur la voie d'aller vers la cirrhose. Si vous êtes à moins de 1,4, vous avez un risque très faible de faire une cirrhose. Ça ne coûte rien. C'est très prédictif d'évolution ou non vers une cirrhose, une hépatite chronique. Est-ce que les marqueurs non invasifs aident? Oui, le fibrotest, le FibCAT et le fibroscan. Ils ont des valeurs prédictives et négatives qui se complètent, donc il vaut mieux faire les deux.
C'est de non-invasif. On ne va pas biopsier les malades. Les recommandations, ils ont retenu les marqueurs non-invasifs, aussi bien que le scanner, que le fibroscanner dans l'évaluation de la fibrose chez quelqu'un qui a une NASH. Donc, quelqu'un qui a une NASH, il vaut mieux faire ces marqueurs pour savoir est-ce qu'il y a de la fibrose qui est déjà là, pour faire la part entre celui qui a une stéatose tout court et celui qui a une stéatose avec une fibrose, auquel cas, c'est quelqu'un qui doit être gardé sous l'œil. Pourquoi? Parce qu'il risque la cirrhose, il risque l'hépatocarcinome. Ceci peut être fait par des moyens non invasifs, sans passer à la biopsie. On fait, sur 100 malades qui ont une stéatose, on fait 10% à 15% de biopsie pour pouvoir trancher parfois, et surtout lorsqu'on décide de traiter. On ne traite pas une stéatohépatite sans biopsie sous la main, jamais. Comment on va traiter? C'est essentiellement pioglitazone. Et vous voyez, c'est une méta-analyse, et vous voyez que c'est efficace sur la fibrose, la stéatose et l'inflammation. 2. La vitamine E. Il améliore l'histologie, c'est-à-dire il améliore les signes de stéatohépatite. Mais est-ce qu'on doit donner ça chez tout le monde? Jamais de la vie. On donne ça seulement chez les gens qui ont une NASH, qui ont de la cytolyse, qui ont de la fibrose. On ne donne jamais ça chez quelqu'un qui a une stéatose tout court. C'est-à-dire, j'ai un foie brillant, j'ai des transats normales, mon bilan hépatique est strictement normal, je fais un marqueur non invasif, il est F0, pas de fibrose, pas de traitement. C'est-à-dire, régime, sport, et c'est tout. Si jamais il y a une NASH, qui doit être confirmée par une biopsie préalable, et j'aurais déjà sélectionné ceux qui sont à risque par des moyens non invasifs, c'est-à-dire je fais moyens non invasifs, me disent qu'il y a peut-être de la fibrose, à ce moment-là, un traitement se discute. Avant de le mettre en place, il faut faire une biopsie. Comment traiter? 2 molécules, c'est-à-dire toujours sport, hygiène et du café. Café, 3 tasses de café sans sucre, c'est très efficace contre la NASH. Il y a beaucoup d'études, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de tout ça. On conseille de prendre 3 tasses de café sans sucre tous les jours, c'est très important. Ça améliore la NASH, ça normalise les transaminases et ça réduit le risque de cancer et de cirrhose. Donc prenez du café si vous avez une NASH. 2, il faut faire du sport et réduire la ration calorique et d'acides gras. Et si vous êtes une NASH confirmée histologiquement, prenez de la vitamine E pour 1 an au maximum, tout en éliminant les facteurs de risque vasculaire. Et sachez que la vitamine E est aussi carcinogène, il ne faut pas en prendre beaucoup et pour longtemps. On propose 400 mg x 2, au maximum 500 x 2 pour 6 mois, à condition que les transats se normalisent dans un délai de 4 mois. Si ça ne se normalise pas, on arrête parce qu'il y a aussi des effets secondaires ailleurs, le cancer de la vessie, essentiellement chez l'homme. Je passe rapidement. Comment traiter un diabétique qui a une NASH? Je pense que vous êtes assez fort pour le faire. Voilà les recommandations. Je passe pour ne pas être... Deuxième thématique, hépatite C et diabète. Eh bien, sachez que l'hépatite C est une maladie de système. Et l'hépatite C peut induire un diabète. Pourquoi? Parce que le virus C peut induire une insulinorésistance. Et c'est considéré aujourd'hui comme l'une des atteintes extra-hépatiques. Vous les avez, ils sont nombreuses. Je fais plaisir à Mme Tazi en montrant cette diapositive, non? C'est-à-dire que finalement, l'hépatite C est une maladie de système. Ce n'est pas une maladie du foie tout court. Il peut toucher tout, y compris le diabète de type 2 qu'il peut induire. Voilà un petit peu le schéma. Voilà les risques. Quelqu'un qui a une hépatite C va avoir une résistance, donc il pourra faire un diabète. Le virus C a un effet direct sur le pancréas, il peut induire un diabète. Et je suis diabétique, j'ai beaucoup plus de risques d'être atteint d'une hépatite C. Pourquoi? Parce que je vais me piquer tout le temps, faire beaucoup de prélèvements, et surtout les glycémies au doigt. On prend l'aiguille, on la laisse pendant des mois sans la changer. Et ça, il faut sensibiliser les malades par rapport à ça. J'ai vu des malades diabétiques dans la famille qui n'ont pas changé l'aiguille à la charge. C'est incroyable. Alors qu'ils tremblent dans tous les cours, dans des sachets, dans je ne sais pas quoi. Et l'hépatite C, le malade diabétique a plus de chances de faire une hépatite C que quelqu'un qui ne l'est pas. Lorsqu'on a une hépatite C, on est prédisposé à faire du diabète. On a fait une étude en médecine C, 25% de malades qui ont une hépatite C sont diabétiques, mais ça peut aller à 50%. C'est-à-dire, si vous avez un malade qui a une hépatite C, cherchez sa glycémie, vous avez une chance sur 2 de la trouver élevée. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'insulinorésistance. Et vous voyez que votre risque d'insulinorésistance détermine aussi votre risque de cirrhose et de cancer. Au fur et à mesure que votre OMA test, je pense que vous connaissez le OMA, au fur et à mesure que votre OMA test augmente, votre risque de cirrhose et de cancer augmente. Je passe sur ça, c'est important. Médicaments et diabète, ça c'est quand même important.
Sachez que lorsqu'on est cirrhotique child A, on peut tout prescrire parmi toutes les classes thérapeutiques dont vous disposez. Lorsque vous êtes child B, vous ne pouvez pas prescrire tout. Vous avez le droit de prescrire la carbose, les inhibiteurs de la DPP4 et ces médicaments que je ne connais pas, bien sûr, l'insuline, il est autorisé à tous les stades. Si vous êtes cirrhotique child C, sachez que vos moyens sont limités. Il y a l'insuline, mais il n'y a pas que l'insuline. Il y a aussi la carbose, mais attention à l'hyperammonémie. Pourquoi? Parce que ça peut induire une hyperammonémie et par conséquent une encéphalopathie. Comment mesurer et évaluer l'équilibre chez un diabétique? Ce n'est pas l'hémoglobine glyquée. Notamment si votre malade a un hypersplénisme, il est anémique, il a saigné ou bien il reçoit un traitement à base de ribavirine, l'hémolyse. Vous avez un turnover d'hémoglobine et par conséquent, vous allez dire au malade que vous êtes bien équilibré parce que l'hémoglobine va être très basse alors qu'il ne l'est pas. Et par conséquent, le meilleur moyen de mesurer l'équilibre chez un diabétique, ce n'est pas chez un cirrhotique ou un malade qui a une hépatopathie chronique, quelle qu'elle soit, ce n'est pas l'hémoglobine glyquée, c'est bien celle-là que j'ai encadrée. C'est des glycémies avant et 2 heures après, répétées 3 à 4 fois par jour. C'est comme ça que vous allez pouvoir savoir est-ce que votre malade est équilibré ou pas, parce que vous aurez tout le temps des hémoglobines glyquées très basses. Pourquoi? Parce que c'est un turnover très accéléré à cause de l'hémolyse ou à cause de l'hypersplénisme. Diabète et cancer, je termine dans 1 minute. J'aurais aimé terminer en 15 minutes, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, cancer du foie et diabète, c'est une cohorte qui inclut presque 700 000 patients. C'est l'une des principales cohortes suivies par rapport au sujet. Et bien le diabétique, regardez, il se détache. Il est à risque de cancer beaucoup plus que le non-diabétique. Le diabétique est à risque de cancer du foie. Pourquoi? Parce que son risque, regardez ici, il est multiplié par 4. C'est le risque de cancer hépatocellulaire. Pourquoi? Parce qu'il a un H. Et ce qui est aujourd'hui connu, pour faire un cancer du foie, lorsqu'on a une hépatite C ou une hépatite B, j'ai besoin de passer par la cirrhose. Alors, lorsque j'ai une NASH, 30% des malades qui ont une NASH vont faire le cancer du foie avant que la cirrhose ne soit là. Donc ça, c'est une histoire naturelle différente par rapport à toutes les hépatopathies quant au risque de cancer. Je suis obligé de faire un cancer lorsque j'ai une hépatite C, une hépatite B, une fois j'ai la cirrhose, mais lorsque je suis stéatose ou NASH, je fais le cancer avant qu'il y ait donc et par conséquent, je pense que le message est clair à la salle. Tout patient qui a une stéatose doit avoir une échographie au moins annuelle. Une échographie, on cherche quoi? On cherche un nodule noir au sein d'un foie blanc. Dès que vous avez un nodule hypoéchogène au sein d'un foie blanc, sachez que la première hypothèse est un carcinome hépatocellulaire. Voilà le risque de cancer lorsqu'on est diabétique de type 2. Vous avez les 2 principaux cancers, c'est le foie et le pancréas. Et ça, je le vois. Les 2 cancers qui tuent le malade diabétique, ce n'est pas le cancer du poumon, c'est le cancer du foie et le cancer du pancréas. C'est les premiers cancers et c'est les premiers cancers aux sources de mortalité. Ça, c'est pour le diabétique de type 2. Mais regardez, s'il vous plaît, lorsqu'on est diabétique de type 1, c'est un papier que je viens de trouver, il vient d'être publié il y a 3-4 jours. Ce n'est pas le foie lorsqu'on est diabétique de type 1, c'est l'œsophage et l'estomac. Le foie vient en 3e position. Pour vous dire qu'en fin de compte, le diabétique de type 1, son problème du foie est moindre que lorsqu'on est diabétique de type 2. Et ça, on l'a dit au départ. Les mécanismes, je passe. Si on a cette mutation dont j'ai parlé, votre risque de cancer est beaucoup plus important. La metformine protège contre le risque de cancer. Point. La metformine, c'est l'une parmi tous les antidiabétiques que vous utilisez qui réduit le risque de cancer. Hépatocarcinome et cholangiocarcinome intrahépatique. C'est documenté, il y a suffisamment de preuves pour le dire. Diabète et lithiase. Le patient diabétique a plus de risque de faire une lithiase biliaire, d'autant plus qu'elle est de sexe féminin. Le diabétique a un risque beaucoup plus important de faire un cancer des voies biliaires, un cholangiocarcinome. Le risque est de 3,6 par rapport à la population générale. Et la metformine, encore une fois, elle réduit ce risque. Je vous remercie.